Bonjour à tous. Alors, enchantée, je suis ravie d'être ici. Donc, je suis Stéphanie Benham-Selmi, formatrice en communication, sciences cognitives, psychopédagogue et auteure de livres sur l'enseignement et la formation. Donc, je suis invitée aujourd'hui pour un thème qui est le suivant: comment dynamiser sa classe. Bam. Alors, avant toute chose, j'ai mis un gros cœur et on va partir de là, c'est le b.a.-ba, la construction de la relation éducative. En fait, il faut savoir qu'à partir du moment où les émotions qui seront générées chez nos apprenants, chez nos élèves, sont positives, ça va permettre d'ancrer l'information que vous allez leur transmettre. Donc pour pouvoir générer des émotions positives, bien évidemment, il faut commencer par créer une véritable relation éducative de qualité. Sans ça, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, faire toutes les preps possibles et imaginables, être innovant, etc., s'il n'y a pas une relation éducative de qualité, de confiance qui est créée avec vos apprenants, avec chacun d'entre eux, il ne va pas se passer grand-chose, ça va être compliqué. Alors là, on va parler un petit peu, je fais une introduction aux neurosciences. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos apprenants? Enfin, de tout apprenant, que ce soit nos élèves ou nous-mêmes, en situation d'apprentissage. Donc, en fait, on part du principe qu'on a 3 cerveaux. En blanc, vous avez le néocortex. Le néocortex, c'est ce qui nous permet de raisonner, de planifier, d'avoir la volonté de faire les choses. En vert, vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le réceptacle de nos émotions. C'est l'essence qu'on va mettre dans le moteur, qui est le néocortex. Okay ? Et en noir, vous avez le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est notre cerveau primitif. C'est celui qui est là pour nous sauver, pour nous défendre. À partir du moment où notre cerveau limbique, donc celui qui est en vert là sur l'image, à partir du moment où le cerveau limbique, il est dans une... Enfin, il reçoit des émotions positives, il permet au néocortex de continuer à fonctionner. Donc, le néocortex continue à raisonner, à réfléchir, à fonctionner, à avoir la volonté de faire les choses. Donc, si on remet le contexte en classe, l'élève qui est en émotion positive, il travaille. En tout cas, il essaye de faire l'effort. À partir du moment où l'élève se sent contraint, qui doute, qui a une angoisse qui est suscitée chez lui, qu'il a peur de l'échec, et bien là, c'est le cerveau reptilien en noir qui va prendre le dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, le cerveau limbique qui est en vert va être bourré d'émotions négatives, donc le cerveau reptilien va agir comme un fusible, il va tout faire sauter. Donc il va couper le raisonnement au niveau du néocortex, ce qui est en blanc sur l'image. Il va tout couper. Donc, il va tout couper de quelle manière? Soit on va avoir un élève qui va regarder dehors, qui va plus s'intéresser à ce qu'on raconte en cours. Soit il va tout couper, l'élève va avoir une réaction agressive ou alors distante avec le prof. Ou soit l'élève va avoir le syndrome de la feuille blanche, par exemple, en devoir. On a des élèves, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas réussi alors que on sait qu'ils ont les capacités, ils nous l'ont déjà montré. Bon, là, syndrome de la feuille blanche, pouf, le cerveau reptilien coupe tout. Donc c'est pour ça que j'appuie vraiment mes propos sur le fait que, en tant qu'enseignant, il est primordial qu'on mette en place avec chacun de nos élèves une relation qui soit éducative, qui soit de qualité, pour susciter des émotions positives quand ils sont en classe, pour leur permettre de bien travailler. Madame, merci. Alors, on va parler d'environnement, de classe de travail. On va parler de classe flexible pour pouvoir intégrer de la pédagogie active. Donc, des aménagements pour se sentir bien au travail. Donc voilà, l'émotion positive suscite le bien-être et la volonté de faire les choses.
Le bien-être va pouvoir s'accentuer par un espace de travail qui corresponde à notre envie du moment, décor soigné, propice à la créativité. Il n'y a qu'à penser, on se prend comme exemple. Quand on est bien où l'on est, on a envie de bien faire les choses. Bon, ben, nos apprenants, c'est pareil. Il faut accepter de casser les codes et de modifier sa posture. Je dirais que ça, c'est le plus compliqué. Parce qu'à chaque fois que j'interviens face à des enseignants, le mot « casser les codes », c'est compliqué à intégrer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est devenu prof avec notre propre expérience en tant qu'élève. Donc, soit on reproduit, parce que ça nous a plu, soit on essaye de faire autrement. Et le fait de faire autrement, c'est aller au-delà de ce qu'on a, de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Donc parfois, il faut se faire violence. Et le fait de casser les codes, on a peur, entre guillemets, de se faire bouffer par l'élève. On se dit que si on va casser le code, ça veut dire qu'on va supprimer cette barrière invisible qui est entre nous et l'apprenant, et on a peur qu'ils prennent le dessus. Voilà, merci. Mais c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on instaure une relation de respect, une relation de confiance, je peux vous assurer que vos apprenants, ils vont fournir 200% de ce que vous attendez d'eux. Donc, accepter de casser les codes et de modifier sa posture, on est toujours le sachant, hein, d'accord ? On est toujours le sachant, mais il ne faut plus qu'on soit le sachant ici et l'apprenant là. Il faut qu'on soit l'accompagnant. L'établissement scolaire est un lieu de vie, aussi bien pour nous que pour eux. Hein, on y passe la majeure partie de nos journées. Donc, autant que faire se peut, il faut que ce soit agréable pour tout le monde, pour bien s'y sentir. Il est tout à fait possible de bien travailler tout en étant confortablement assis dans un canapé, les jambes croisées. Qui n'a pas fait sa progression pédagogique assis sur son canapé ? Personne ne lève la main. Donc on l'a tous fait. Et ce n'est pas pour autant qu'elle était mauvaise. Donc il faut accepter ça aussi. Alors on va parler du design thinking. Alors, design thinking, il y en a qui vont faire un raccourci en disant « ouais, c'est un brainstorming ». Non, ce n'est pas que un brainstorming, c'est un concept de travail créatif et collaboratif. Donc comment utiliser le design thinking en séance pédagogique ? Donc l'objectif, c'est de générer de la croissance, donc de la réflexion, grâce à l'innovation, donc en utilisant des outils créatifs. C'est une méthode de résolution de problèmes par l'intelligence collective. Il s'agit donc de repenser l'enseignement de certains cours grâce au lâcher-prise et à la créativité de chacun. Pour faire du design thinking, il est nécessaire de décloisonner la classe. Alors, oui, on le fait déjà, on travaille en îlot, c'est vrai. Mais on peut aussi intégrer des tables rondes de réunion pour être dans une approche globale d'ateliers de créativité. On peut aussi utiliser post-it, brainstorming, des dessins. Il y a une seule règle, c'est ne pas se freiner dans ses idées. C'est d'initier le débat et les échanges, c'est d'accompagner plutôt qu'enseigner, mais attention, toujours faire le lien avec les attendus pédagogiques, donc votre référentiel, votre progression, et passer en fait d'un concept qui soit plutôt abstrait à un concept concret. Donc c'est ça qui va faire émerger au final une envie, parce qu'on a tous besoin d'être créatifs, et un élève à qui on dit « bon ben voilà, tu as carte blanche, voici le cadre », parce qu'ils ont besoin d'un cadre bien évidemment, mais dans ce cadre, tu n'es pas cantonné à ce petit coin, tu peux aller partout. Et ça, en fait, ça permet l'émulation de créativité, d'idées, et on peut aller beaucoup plus loin que simplement ce que nous, on avait pensé au départ dans notre progression, dans la construction de notre séance. On peut aller beaucoup plus loin grâce au design thinking. Alors maintenant, je vais donner plusieurs exemples d'établissements qui utilisent le design thinking. Alors, je parlais des écoles démocratiques. Est-ce que quelqu'un ici connaît ce que c'est qu'une école démocratique ? Ok. Alors, je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'école démocratique de Paris. Donc, vous voyez déjà l'extérieur. Vous pouvez imaginer l'intérieur. Donc, l'intérieur,
d'une école démocratique, c'est ce que vous voyez ici, à droite. Il n'y a pas vraiment de salle de classe. Il y a des espaces. Il y a des espaces de travail. Alors, il va y avoir des espaces avec des tables, telles qu'on les connaît, des tables classiques avec une chaise pour travailler. Il va y avoir d'autres espaces avec des ordinateurs. Il va y avoir cet espace principal avec des canapés, avec baby-foot. J'y suis allée l'année dernière. C'était assez perturbant parce que quand je suis rentrée, on m'a demandé d'enlever mes chaussures et de venir faire une formation en chaussettes. Alors, c'est vrai que là, pour casser les codes, pour le coup, on y était vraiment. Mais c'était une expérience intéressante. Comment ils fonctionnent, les écoles démocratiques? En fait, on a des élèves de tout âge, et c'est eux qui construisent leur propre règlement intérieur. Donc il y a des réunions hebdomadaires pour savoir qui fait quoi, comment ça se passe, sur quoi ils ont envie de travailler, ce qu'ils ont envie de faire évoluer dans l'école. Alors oui, c'est très perturbant et déstabilisant quand on n'y est pas du tout habitué, mais apparemment c'est un concept qui marche. Comment interviennent les profs à l'intérieur? Alors ils ne sont pas appelés profs, c'est plutôt des accompagnateurs, des éducateurs. En fait, l'élève va venir et puis s'il a envie de rien faire, il fera rien et personne ne va lui obliger à faire quelque chose. Et le but, en fait, c'est de susciter l'envie de travailler sur des projets. Donc par contre, il y a un élève qui va venir et qui va dire, bon ben moi, je sais pas, hier soir j'ai vu l'homme qui a marché sur la Lune, je veux construire une fusée. Bon ben là, en fait, l'équipe pédagogique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va construire une progression autour du projet de l'élève. Alors bien évidemment, dans les écoles démocratiques, ils ne sont pas 150 ni 1000 comme ici. Hein. C'est des petits groupes, d'accord, d'une dizaine, d'une vingtaine d'élèves. Et en fait, va se construire autour du projet de l'élève des notions mathématiques, des notions d'histoire, de géographie, de français, de sciences, etc. Et tout part du projet en fait de l'élève. Donc ce qui peut être perturbant aussi, c'est de voir arriver un élève pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines, qui n'a aucun projet, mais au final, c'est de sa responsabilité, même s'il a 8 ans. Mais on peut aussi voir des élèves arriver avec des projets intéressants sur lesquels on va pouvoir calquer l'intégration de compétences et de connaissances éducatives. Donc voilà, ça c'est le premier exemple que je voulais vous montrer, donc sur les écoles démocratiques. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer des Fab Labs dans les établissements scolaires. Alors, il y en a qui le font. Un Fab Lab, c'est quoi? Donc, pourquoi? C'est pour permettre le travail en mode projet, orienté vers un choix de groupe ou personnel. En général, les Fab Labs, ils sont ouverts sur la société. Donc, on peut très bien avoir un Fab Lab dans un établissement scolaire et ne pas juste le dédier à nos élèves, mais permettre à la société de venir et de tutorer un petit peu les personnes qui ont envie d'utiliser le Fab Lab. Pour qui? Alors j'ai mis chaque élève qui se sent concerné et intéressé par un projet. Le but, ce n'est pas encore d'obliger, c'est de proposer et de communiquer sur ce projet-là, hein, pour que les élèves sachent qu'on dispose d'un Fab Lab et qu'ils peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent. Donc comment? En mettant à disposition le matériel nécessaire. Donc en général, c'est plutôt du matériel informatique, imprimante 3D, ressources humaines compétentes. Alors ressources humaines compétentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien évidemment le prof, mais il faut que le prof puisse rebondir et ne pas se cantonner simplement à ses propres compétences à lui. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que nous, ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous fait être tout le temps en recherche d'idées, d'informations, de création, etc. Et en repensant une partie de l'emploi du temps. Alors j'ai mis entre parenthèses système de modularisation, donc c'est quelque chose qui se fait pas encore beaucoup, mais je pense que ça peut être très intéressant. C'est de permettre en fait sur des plages horaires dans la semaine, de permettre aux élèves qui le souhaitent de venir sur ces espaces de modularisation. Donc c'est au choix. Donc on pourrait leur proposer, alors je crois que je l'ai mis après, quand chaque jour dédié à une thématique pour garder un cadre, encore une fois. Mais on pourrait très bien imaginer que le lundi, on va bosser sur telle idée, le mardi sur une autre, etc., pour permettre la modularisation et pour permettre en fait le choix aux élèves. Alors pourquoi? Donc pour favoriser l'émergence du travail sur projet en utilisant le design thinking. Vous voyez là, je vous ai mis donc la photo d'un Fab Lab avec les murs d'expression. Donc ça, typiquement,
C'est du design thinking. On va exprimer ses idées, puis chacun va les partager, puis chacun en fait va en retirer un petit peu ce qui l'intéresse. Et ou une salle dédiée au sein de l'établissement scolaire. Là, ça peut être un petit peu plus problématique parce que tous les établissements scolaires n'ont pas forcément des espaces qu'ils peuvent aménager en classe flexible ou en Fab Lab. Donc après, ça, c'est autre chose. Donc là, c'est le Fab Lab de l'Université Paris Diderot. Alors là, maintenant, je traverse l'Atlantique et j'arrive dans une classe collaborative du Collège Saint-Maurice au Canada. Ah, c'est pas les mêmes moyens, effectivement. Mais il faut garder espoir. Alors là, vous voyez, on a vraiment des espaces bien distincts. Donc, ces particularités, éclairage modulable, et on en parlera un petit peu tout à l'heure au niveau de l'éclairage. Éclairage modulable, mobilier facile à déplacer pour recréer de nouveaux espaces adaptés à la séance pédagogique. C'est ça, une classe flexible. On va avoir différents espaces, différents environnements de travail, mais libre à nous ou libre aux élèves de repenser leur classe et de la réaménager aux besoins. S'ils sont 4 à vouloir faire une réunion de travail le lundi, et si dans 15 jours après, ils sont 15 à vouloir faire une autre réunion de travail, bien évidemment, il faut pouvoir bouger les meubles, il faut pouvoir réagencer la classe. Alors, différents espaces bien définis, ça favorise l'engouement des apprenants. Pourquoi ? Comme nous, le matin, ils vont se lever soit de bonne humeur, soit de mauvaise humeur, soit d'humeur égale, avec des envies particulières ou pas. Et en fait, ces classes flexibles permettent non seulement différents temps de travail, on va le voir sur la diapo suivante ou celle d'après, mais ça permet aussi de se mettre dans un contexte personnel qui nous convienne. Si on a envie d'être sur un canapé parce qu'on est un peu fatigué, on peut se mettre sur un canapé, mais ça ne va pas nous empêcher de travailler. D'accord ? On est vraiment dans une écoute des besoins. Et c'est vraiment ça, en fait, ce concept de classe flexible, c'est une écoute des besoins, tout en faisant le lien avec le travail scolaire qui est nécessaire, mais en l'adaptant. Alors là, on est à la Sandbox 212 de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Donc vous voyez en haut, je vous ai mis c'était le concept. Et puis après, voilà ce que ça donne en réel une fois qu'ils l'ont aménagé. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient imaginé. Donc l'espace collaboratif qui favorise le travail de groupe en mode projet, toujours. Parce qu'il y en a qui vont vouloir bosser sur des ordinateurs, il y en a d'autres qui vont vouloir se retrouver autour d'une table pour réfléchir, pour faire des plans, pour travailler sur des bouquins, etc. Il y en a d'autres qui vont vouloir travailler en hauteur, d'autres qui vont vouloir se retrouver sur des fauteuils pour pouvoir échanger, discuter, débattre. Et en fait, tout ça va permettre, encore une fois, l'émulation des idées. Et puis, le rôle du prof ici, ça va être, à la fin, de pouvoir regrouper tout ce travail-là qui aurait été fait pour construire une séance complète, avancer dans la progression. Donc on a 83 mètres carrés qui s'organisent autour de 4 espaces modulables selon les besoins, espace numérique, réunion, détente et conférence. Imprimante 3D toujours, ordinateur, outil de visioconférence, tablette numérique. Là encore, c'est une question de budget aussi. On fait un peu comme on peut. C'est pour ça que je vous montre un peu de tout. Là, il y a université, il y avait collège, et puis il y avait je ne sais plus quoi tout à l'heure. Je pense que j'ai mis un lycée. Alors, travailler ensemble fait référence à plusieurs types d'activités en commun. Donc, coordonner le travail, observer, faire des recherches, structurer, formaliser, présenter, créer, donner et parfois défendre son opinion. Donc, pour pouvoir faire tout ça, il ne faut pas être simplement derrière une table avec sa chaise. Il faut pouvoir aller dans des espaces qui soient modulables et adaptés au travail qu'on est en train de faire. L'installation de mobilier modulable, polyvalent, flexible et évolutif apparaît ici comme une évidence pour favoriser les différentes formes d'apprentissage. Collaboratif, coopératif, résolution de problèmes, interdisciplinaire, par projet, démarche d'investigation, et permettre la prise en compte des différentes postures de travail, posture dynamique, relaxante ou standardisée. Là, je vous ai mis des petites flèches vertes. Vous voyez, on a un îlot avec des ordinateurs. Après, on a une table carrée. On a des tables un petit peu originales. Et puis après, on a un espace de travail plus haut.
Donc voilà, pour que chacun y trouve son compte au final. Et puis pour que l'enseignant aussi puisse dispatcher ses équipes et ses groupes de travail en fonction de l'objectif pédagogique. Il y a ça aussi. Alors, on va remonter à loin. L'initiateur de tout ça, en fait, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire et qui innove depuis les années 2000. En fait, ça remonte à la pédagogie Freinet en 1920. Donc Freinet, il avait déjà pensé à 4 aires de travail pour ses élèves. C'est l'initiateur du tâtonnement expérimental. C'est on fait, l'élève fait, et il va en retirer des savoirs. Donc 4 aires de travail, donc une aire de travail collaborative, donc agencée en îlot, une aire de réunion sans table, uniquement des chaises en rond, aire de recherche d'informations avec des ordis ou autres, et aire de ressources documentaires bibliothèque. Donc ça, en fait, ça remonte à très loin, donc on n'innove pas. On fait juste mettre au goût du jour, on remet juste au goût du jour quelque chose qui a été pensé depuis 100 ans. Alors maintenant, en quoi une classe flexible et l'utilisation du design thinking favorisent l'apprentissage? Alors avec la petite courbe que vous voyez derrière moi, ça vous explique clairement comment fonctionne l'attention de nos apprenants. L'attention de tout le monde, même vous. Hein. Vous êtes arrivé ce matin, vous étiez au taquet, et puis après, pouf, on s'endort un peu, on pense à autre chose, et quand ça arrive la fin, hop, on va remonter. Ah ouais, c'est la fin, il ne faut pas que j'oublie des infos. On le fait tous. Donc il faut accepter que nos apprenants aussi soient comme ça. Donc étant donné la courbe de l'attention que vous voyez derrière moi, elle est très forte au début, puis elle retombe très vite, très bas, et seulement à la fin, elle va remonter également. Il est important qu'on puisse, nous, en tant qu'enseignants, avoir des trucs et astuces pour remobiliser l'attention de nos apprenants et puis la garder un petit peu élevée ou en tout cas un petit peu plus régulière. Parce que c'est vrai que ça nous embête quand ils n'ont rien retenu. Hein, notre ego et notre fierté un peu piquée. Mais en même temps, c'est normal, c'est physiologique chez l'être humain. Donc, principe de l'attention. Donc, en début d'apprentissage, on était à 10 à 18 minutes d'attention. En fin d'apprentissage, environ 5 minutes. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Pourquoi maintenant, c'est plus pareil? Parce qu'en fait, on est dans la surconsommation d'informations. On a de l'information partout et tout le temps, avec nos smartphones, avec les ordis, avec les télés d'information en direct, les journaux d'information en direct, pardon. Donc, on est dans cette surabondance. Nos élèves aussi, ils sont dans cette surabondance avec leurs smartphones. Donc, en fait, ils zappent. Et ils sont en train de formater leur cerveau à zapper l'information. Et c'est pour ça que maintenant, on n'est plus du tout à 10-18 minutes en début d'apprentissage, ni à 5 minutes en fin d'apprentissage, on a baissé. Donc, comment on fait concrètement pour remobiliser l'attention de nos apprenants, pour les garder attentifs? Eh bien, il faut varier les activités et les supports, parce que ça permet de garder, de poursuivre l'attention. Il faut privilégier les échanges, grâce au design thinking, encore une fois, et un environnement de travail flexible pour maintenir du mouvement. Alors en général, on dit qu'il faut changer d'activité toutes les 15 à 20 minutes. Vous allez me dire, ouais, mais quand on a 4 heures de cours avec la même classe, on va être épuisé à la fin de la journée. Ouais, c'est vrai. Donc, bien évidemment, si vous les mettez sur une activité qui dure plus longtemps, je dirais que ce n'est pas très grave sur une plage de 4 heures. D'accord ? Ça, c'est la théorie. Et vous savez très bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours un fossé. Donc, le but de ces classes flexibles et le message que je vous fais passer, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une lubie au final, parce qu'on l'a vu, ça a été pensé depuis quasi 100 ans par Célestin Freinet. Et puis, ça permet surtout de garder l'attention de nos apprenants. Et si on arrive à garder l'attention de nos apprenants, ça veut dire qu'on leur permet de mémoriser plus de choses. Et notre objectif, c'est quand même de leur faire mémoriser des choses, des savoirs, pour les préparer à leurs examens. Alors maintenant, je vais aborder le innover tout en restant dans le cadre, parce que bien évidemment, il faut rester dans un cadre. Mais un cadre, c'est pas forcément carré. Ça peut être d'une autre forme, tant qu'il y a des bords.
C'est ma conception des mathématiques et de la géométrie. Alors, intégrer le concept Snoezelen en classe flexible. C'est quoi le concept Snoezelen? En fait, ça a été initié à la base pour un public d'enfants handicapés. Parce qu'on s'est rendu compte que des espaces avec... vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait une diapo qui parlait de l'éclairage modulable. Et en fait, l'éclairage modulable, Snoezelen, c'est un concept qui utilise beaucoup la lumière. Et on s'est aperçu qu'en fait, la lumière de couleur qui était modulée dans un environnement spécifique et adapté permettait de calmer les élèves, les enfants, les adolescents, ou au contraire de les stimuler. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'on peut, bien évidemment, encore une fois, c'est une question de budget, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer intégrer dans nos classes, un espace avec de l'éclairage modulable et pas forcément un éclairage classique, on peut imaginer un éclairage coloré pour permettre soit de stimuler quand ils sont en activité de groupe, ou soit de les calmer quand ils doivent faire une activité beaucoup plus réflexive et posée. Donc ça favorise la concentration des élèves, cadre apaisant, stimulation de la mémoire sensorielle. Alors ça c'est important aussi, parce que la mémoire sensorielle c'est la première mémoire. Donc on n'en a pas qu'une. Toutes les informations que vous recevez aujourd'hui, vous les recevez avec vos 5 sens. Visuel, auditif, kinesthésique, le fait de faire, de toucher, olfactif, gustatif. Et en fait, cette mémoire-là, elle dure moins de 2 secondes. Donc toutes les 2 secondes, en fait, vous recevez toutes ces informations en mémoire sensorielle. Et l'espace Snoezelen permet en fait de stimuler cette première mémoire au niveau visuel, d'accord, avec les 5 sens. Éclairage tamisé, jeu de couleurs utilisé, musique relaxante et ou stimulante. Musique, on va en parler. Éclairage tamisé, bien évidemment, on est d'accord sur une classe flexible. Vous n'allez pas mettre des éclairages tamisés partout. Ça va peut-être être sur un groupe de table. Hein, ça ne va pas être partout. Alors, l'apport de la musique en classe par les neurosciences. Donc là, je vais être très théorique pour vous prouver que de mettre de la musique en classe, c'est pas n'importe quoi. La musique que l'on apprécie procure du plaisir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du cerveau limbique, réceptacle de nos émotions. Tant que les émotions sont positives, notre néocortex il continue à fonctionner, à raisonner, à planifier, à avoir la volonté de faire les choses. Donc ça sécrète de la dopamine dans le circuit de la récompense. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. En gros, ça veut dire quoi? Quand il y a 2 neurones qui se rencontrent, il y a des petits neurotransmetteurs entre les deux. Bon, il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu, mais au plus il y aura des neurotransmetteurs qui vont apparaître, au plus les 2 neurones en fait, vont se connecter. Et donc, l'information va arriver en mémoire beaucoup plus rapidement et le souvenir de cette information va se faire beaucoup plus rapidement. Donc, cerveau limbique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, réceptacle de nos émotions, positive, capacité à raisonner favorisée et volonté de faire, facilitation de la mémorisation. Voilà, c'est physiologique. Donc, comment on fait concrètement? Parce qu'on ne peut pas, si on a 32 élèves dans la classe, leur dire bon, chacun écoute ce qu'il veut. Ça va être l'anarchie. Donc, soit vous instaurez, vous, une playlist. Alors, idéalement, il faut que ce soit sans parole. Hein, ou soit vous leur accordez de mettre leurs écouteurs si c'est un travail individuel et personnel et ils écoutent la musique qu'ils ont envie d'écouter. Moi, je varie. Ça va dépendre des activités sur lesquelles ils sont en train de travailler. Il y a des fois, je vais mettre ma playlist en instrumental. Bon, des fois, j'ai des groupes de jeunes, je sais qu'ils aiment le rap. Je leur mets du rap instrumental. Alors, ils me regardent avec des grands yeux. Quoi? Vous écoutez du rap? Mais c'est quoi ce rap? Mais en fait, ça leur suscite vraiment une émotion qui est vraiment positive. Et là, ils se disent, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Ils se disent, waouh, la prof, elle est comme nous. Donc si elle est comme nous, on peut avoir confiance. Donc si on a confiance, allez, on fait l'effort. On est convaincu. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Mais si vous arrivez à susciter de la surprise, de l'étonnement, de la joie, du plaisir, je peux vous assurer que vous allez avoir un retour incroyable de la part de vos élèves. Et enfin, le plaisir passe aussi par la nourriture. Nos 5 sens, olfactif, gustatif.
Donc, organisation de petit déjeuner, goûter, même schéma. Donc, c'est le même schéma que pour la musique, au final, ce qui se passe dans le cerveau. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je vais arriver le matin, puis je vais voir que ma classe, elle tire un peu la gueule, ils sont un peu fatigués, ils n'ont pas forcément envie. Bon, bah, c'est normal, c'est comme nous. Des fois, il y a des jours avec et des jours sans. Donc, je vais faire quoi? Eh ben, ça m'arrive de descendre à la boulangerie en bas, d'aller chercher un petit déj. Je ne le fais pas tout le temps, parce que sinon, ça va me revenir cher. Et puis de leur dire, bon, allez, hop, on sort de la salle, on va à la cafette, et puis à 10h, on se fait un petit déj. En fait, qu'est-ce qui se passe chez les élèves? Ils se sentent écoutés, on leur porte de l'intérêt, on leur propose autre chose que le schéma classique dont ils ont l'habitude et qui les fatigue peut-être aussi parfois. Et rien que ça, c'est pas grand-chose, hein. Je ne vais pas en faire 15 dans l'année, hein. J'en fais 2 ou 3. Mais c'est juste assez pour les remobiliser. Exactement. Vous n'avez pas de cafétéria? Ah ouais? Ah, ça, c'est un autre problème. Ouais. Vous le faites dans les salles? On a une rebelle ici. Oui. Alors, j'enseigne au Centre de réadaptation professionnelle de Metz, qui fait partie de l'EPNAC. C'est un établissement scolaire. On accueille des adultes ou jeunes adultes reconnus travailleurs handicapés. Et ça fait partie de l'EPNAC et donc de la fonction publique hospitalière. J'ai enseigné avant en lycée professionnel, donc avec des ados. J'ai enseigné à la chambre de commerce aussi de Metz, avec des ados et des adultes. Et dans chacun de mes établissements, j'ai pu faire ce que je vous présente là. Oui. Ça dépend quand je sens que... Alors, en général, en début d'année, pour permettre cette cohésion de groupe, c'est stratégique en début d'année. Pour permettre cette relation éducative aussi, de créer ce lien. Et puis après, bah, au cours de l'année, quand je sens qu'il y a besoin. Oui. En retour de stage? Nickel. Parfait. Et ça marche bien? Ouais. Bah ouais. Ça peut que bien marcher. C'est ça aussi, casser les codes. Voilà, je vais conclure. Devenez l'enseignant qui va permettre à l'élève de vivre son apprentissage comme une expérience unique à forte valeur ajoutée et non plus comme une obligation scolaire parfois difficile. Bon, je vous ai mis l'image de mon livre, c'est du marketing, hein. Voilà. Vous savez ce que c'est? Pardon? Ouais, oui. Ouais. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, photo. Bah, je vous remercie pour votre attention et puis bonne continuation à tous.